Mon propos de cet après-midi fera écho à la communication de notre confrère Pierre Mertens, qui, en janvier, nous a entretenu du choix de la langue française comme langue de création de son ami l'écrivain espagnol et résistant Jorge Centrum, qui a eu à connaître Buchenwald, la résistance et l'oppression nazie, et fera écho aussi à l'autre communication que nous avons pu entendre en février de notre confrère Xavier Amott à propos d'un poète britannique, Wilfred Owen, qui a eu aussi à connaître une période de guerre en 14-18 et qui pose le problème aussi des rapports du poète ou du créateur, de l'écrivain, en tout cas avec un contexte particulier, celui de la guerre, celui de l'oppression. Je vous parlerai donc de l'intellectuel et des orthodoxies à travers l'exemple d'une revue qui fut la principale revue de la résistance française entre 1939 et 1945, la revue Fontaine, créée et dirigée à Alger par Max-Paul Fouché. Selon le premier dictionnaire de l'Académie française, une fontaine est initialement le lieu d'une source, et je cite, d'une eau vive qui sort de terre. Et ce fut aussi le titre d'un roman de l'écrivain britannique Charles Langridge Morgan, né en 1894 et décédé en 1958, qui, lors de la Libération, en 1944, a lu à Paris, à la Comédie Française, devant le général de Gaulle, son poème « Ode to Friends ». Ce roman de Morgan, d'ailleurs cité par Centrum dans un de ses romans, traite de la condition de prisonnier anglais en Hollande en 1915, autorisé par les Allemands à vivre, entre guillemets, librement parmi la population locale. Ce n'est pas qu'un roman historique ou de guerre, c'est aussi un roman psychologique qui pose la question de la nature de la liberté. Comment vivre librement tout en étant prisonnier? De facture très romantique, le livre de Morgan, qui fut très vite un best-seller à sa parution en 1934, traite aussi de l'amour, de la condition humaine, du déracinement, de la difficulté aussi de la réinsertion dans la société civile après la guerre. Max-Paul Fouché prit le titre du roman de Charles Morgan comme emblème lorsqu'il baptisa la revue qu'il fonda en 1939 à Alger. Il en atteste dans une lettre à Jean Val, le philosophe, le 8 mars 1940. Mais il se peut aussi, comme en témoigne par ailleurs une lettre adressée par Fouché le 10 mars 1939 au directeur des Cahiers du Sud, Jean Ballard, que le titre de la revue lui ait été inspiré par ces vers de Samuel Taylor Coleridge dans son poème Dejection, an Ode, datant de 1802, et qu'Albert Béguin avait mis en lumière dans son ouvrage L'âme romantique et le rêve, publié en 1937. Ce livre d'Albert Béguin a été particulièrement prisé par les milieux littéraires de l'époque et par Max-Paul Fouché en particulier, qui en parle à de nombreuses reprises. Coleridge écrit « Partant de l'extérieur, atteindre cette passion et cette vie dont les fontaines sont à l'intérieur de l'âme. » Et ce programme ne va cesser de structurer la revue de Max-Paul Fouché, à la fois engagée dans l'action et dans la défense de la pensée. Si Fontaine ne fut pas la seule revue de la résistance française, elle en fut en tout cas, sans doute, la plus remarquable, s'imposant sans conteste après la défaite de mai 1940 comme le plus important espace de liberté et de résistance intellectuelle de l'époque. Je cite Max-Paul Fouché. Nous sortions d'une jeunesse emplie de ceux qu'on dénonçait comme fauteurs de décadence. Notre sang ne fit qu'un tour. Les fauteurs de décadence auxquels Fouché fait référence sont bien évidemment les Juifs en partie. Notre sang ne fit qu'un tour. Il était urgent
de recenser les vraies valeurs, de les mobiliser contre deux ennemis, celui de l'intérieur, le français, et l'autre, l'allemand. C'est à quoi devait servir à Alger même, dans cette ville pauvre en structure intellectuelle, une petite revue de poésie, Fontaine. Fontaine représente un cas exemplaire tant par l'esprit général qui l'anima que par les collaborations exceptionnelles qu'elle draina. Elle permit une publication et une communication entre les écrivains restés en zone occupée et ceux de la zone libre, mais aussi ceux de la diaspora en exil aux États-Unis, en Tunisie, en Suisse et à Londres. Elle verra, fait incroyable, une édition anthologique que j'ai eue en main physiquement, imprimée sur papier Bible et dans un format réduit, de la paume d'une main, être larguée sur les maquis dans les containers parachutés par la Royal Air Force, faisant ainsi de la poésie et de la critique littéraire un vecteur complémentaire aux armes et aux vivres nécessaires aux opérations de résistance militaire. Rappelons-nous aussi que la revue provoqua de vrais débats par ses orientations éditoriales sur les enjeux de civilisation, de morale, de politique et de culture. Une pensée multilatérale et ouverte s'en dégage. Et sur le plan de l'histoire littéraire, elle parviendra à rassembler, au-delà des querelles de chapelle et d'école, des écrivains de sensibilités extrêmement diverses et parfois jusque-là antagonistes. Les événements historiques ont déterminé la structuration de l'engagement et provoqué un questionnement en profondeur qui n'était pas coupé de l'action concrète. L'intellectuel, l'artiste, le poète, face aux circonstances et à l'urgence, ne peuvent demeurer en marge de l'histoire, retranchés dans une certaine tour d'ivoire et ignorant des enjeux de la survie de l'art et de la pensée libre. L'ouvrage du docteur August Wilhelm Dressler sur l'art dégénéré, selon l'expression nazie « entartete Kunst », il s'agissait de stigmatiser et de criminaliser l'art moderne pour lui opposer un art racialement pur et arien. Cet ouvrage figurait bien en vue sur le bureau de la rédaction de Fontaine à Alger, afin de bien rappeler, s'il le fallait, le sens du combat qu'entendaient mener les responsables de la revue. Les principes éthiques, tout autant qu'esthétiques, portés par Max-Paul Fouché et par l'ensemble de ses collaborateurs, seront par ailleurs les fondations qui permettront à la réflexion historique de se dégager de l'événement pour encourager une posture intérieure et humaniste. On n'est donc pas surpris de découvrir déjà dans la revue Esprit du 1er février 1939 une réflexion critique de Max-Paul Fouché articulée sur quelques lectures et parutions essentielles de l'année 1938 et qui traitait de l'intellectuel et les orthodoxies. Avant même la création de Fontaine, Fouché nous livre une pensée qui n'a pas pris une ride et s'avère toujours d'une riche pertinence. On peut la rapprocher de ce que nous apprennent de lui par ailleurs, ses poèmes, ses essais, ses récits, ses livres de voyage, ses notes sur la poésie. Traitant de la nature de l'orthodoxie, il écrit ceci. L'orthodoxie a sa place dans le drame de l'incarnation des idées. Tout passage du spirituel au temporel provoque un phénomène de déformation. L'idée initiale dévie quand elle cesse d'être seulement une idée, comme la partie immergée d'un bâton ne prolonge pas celle qui ne trempe pas dans l'eau. Si les révolutions divorcent d'avec leurs auteurs, c'est pour la protection d'une réalité désormais en désaccord avec la pensée de ses auteurs. L'hérétique n'est pas toujours celui qui renie l'idée initiale ou s'en écarte, mais au contraire, celui qui ne la trahit pas, ne voit qu'elle, continue à fixer son regard,
pour reprendre l'image précédente sur la partie non immergée du bâton. L'orthodoxie, ajoute-t-il, suppose l'obéissance absolue à une autorité temporelle reconnue, chef ou majorité. Que cette autorité dévie et l'énorme machine dévie. L'orthodoxie se lie à une unité de commandement. Elle est donc profondément dépersonnalisation de la masse. Et nous verrons d'ailleurs qu'elle n'existe parce que la masse ne désire rien tant que cette perte de personnalité. Notre âge, dit-il, est celui des orthodoxies. Tout acte de résistance à l'orthodoxie est donc un acte qui engage la conscience et la liberté de penser et qui demande du courage. Citant André Gide, Fouché écrit à propos de l'art. L'art qui se soumet à une orthodoxie, fût-elle celle de la plus saine des doctrines, est perdu. L'intellectuel a-t-il une place dans ce débat? Et si oui, quelle est-elle? Fouché y répondra avec le philosophe Jean Grenier. Je cite: « L'intellectuel doit intervenir. Je ne dirai pas qu'il doit le faire par devoir, mais je dis qu'il doit le faire par humanité. Simplement parce qu'étant un intellectuel, il est en même temps un homme, et qu'il se rend mieux compte que beaucoup des forces et des faiblesses de l'humanité. Conscient de certaines injustices, désireux de sortir de l'isolement social auquel le condamne sa nature d'artiste, il est attiré par les factions. Mais, faute d'un examen de conscience préalable et rigoureux, et je souligne, c'est le parti qui le prend, et non lui qui prend parti. Et Fouché ajoute son propre commentaire à celui du philosophe, où l'on perçoit déjà les lignes directrices de l'action qu'il entreprendra avec Fontaine. Je cite: « Dénoncer n'est pas abandonner si l'on travaille simultanément à quelque chose de meilleur. L'intellectuel peut améliorer, et sa volonté de réforme réside, en sa volonté de réforme réside sa dignité. Et si cette volonté le condamne à la cèse de la solitude sociale, voire à certains dangers, il doit trouver en ces mots la justification de sa mission et la preuve de son authenticité. Il doit connaître la révolution permanente et moins s'attacher au présent pour davantage préparer le futur. Sa tâche révolutionnaire nous paraît là. Son autre devoir est la sauvegarde de la culture. À tout prix, il doit empêcher qu'elle soit ancilla politicae, la servante du pouvoir politique, et que sous prétexte d'éclairer le peuple, on lui donne non pas la culture, mais une culture expurgée, mutilée à fin d'étatisme. Pour avoir compris cette menace, dit Fouché, Grenier se dresse contre ceux qui cherchent à plier la culture aux besoins de leur propagande. Aussi bien ne peut-elle être que si elle possède la liberté. Impossible de la concevoir sans liberté, car elle est amitié avec les choses, et nulle amitié ne tolère d'injonction. Autre point remarquable dans sa pensée, qui complète sa réflexion à propos du rôle de l'intellectuel, l'accès pour tous à une culture diversifiée est garant d'une bonne démocratie, mais pour ce faire, il ne faut pas que la cité et le créateur vivent dans des sphères qui s'ignorent. Je cite: « L'intellectuel doit la protéger contre les conséquences de l'individualisme et de l'inégalité économique. Le premier de ces défauts sépare du peuple celui qui la possède. Le second en fait une sorte de capitalisme et prive la majorité des hommes. Aussi bien, dans l'état actuel des choses, la culture est une barrière entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. Un homme du peuple cultivé cesse d'appartenir au peuple,
soit qu'il l'oublie, soit que les siens ne se reconnaissent plus en lui. Il tire par conséquent de ces réflexions une morale du politique, et plus généralement une morale de l'action. Je cite: « Il faut choisir entre se servir de la culture pour un parti ou subordonner tout parti à une culture. » Oserions-nous soutenir qu'aujourd'hui ces questions ne concernent plus nos sociétés dans leur évolution vers l'hypermondialisation? La période de la montée des fascismes et du nazisme, succédant à celle du capitalisme bourgeois et de l'industrialisation, puis du choc meurtrier des empires et des États-nations au moment de 14-18, a produit la figure du chef, du Führer, du leader providentiel et charismatique, figure aujourd'hui remplacée par ce que le romancier Jean-Louis Libert appelle dans son œuvre la tour panoptique ou capitotale des hydres qui ont pour nom Google, Amazon, Facebook, etc., etc. La question de la résistance aux orthodoxies se pose aujourd'hui, à mon sens, plus que jamais. Quelle pensée critique possible face au phénomène de la manipulation de l'information? Quelle place pour la parole poétique dans une société du spectacle dominée par le divertissement et les industries culturelles? Quelle existence possible pour la singularité dans un monde vantant de manière perverse et paradoxale le singulier pour mieux asseoir la rentabilité à la fois financière et psychique des comportements de masse? Max-Paul Fouché et Henri L., un juif vénézuélien habitant Alger, qui s'appelait de son vrai nom José-Henri Lasry, je l'ai rencontré à Paris quelques années avant sa mort, et qui était déjà chroniqueur alors dans divers journaux et revues algérois, et qui somme toute connaissait bien les rouages des quelques petits milieux culturels de cette ville, se sont rencontrés à la librairie tenue par l'éditeur Edmond Charlot, la librairie Aux Vraies Richesses, à Alger, en 1939. Sous ce bel emblème, Fontaine, né de cette rencontre entre deux hommes, dont le premier, Max-Paul Fouché, est animé par un projet littéraire et spirituel caractérisé par l'engagement et l'ouverture d'esprit, l'universalisme, l'humanisme et le lyrisme, et l'autre, Henri L., par un esprit critique et une lucide exigence. Va se constituer alors une petite équipe avec, autour de Max-Paul Fouché et de Henri L., Jean Roire et son épouse, Yvonne Genova, avec la compagne de Max-Paul, Jeanne Girardi, une amie de celui-ci, Clémentine Fenet, qui assure le secrétariat de la revue, et le poète Charles Autran, fondateur à Alger de la revue Mitra. Mitra était une mince revue d'à peu près 32 pages, et à l'époque, elle avait publié 2 livraisons et se débattait dans des difficultés financières, comme beaucoup de petites revues littéraires de l'époque, et ces difficultés hypothéquaient sa survie. Max-Paul Fouché va reprendre les commandes de Mitra, éponger la facture, et par conséquent, à partir de Mitra, créer la revue Fontaine, qui va commencer non pas au numéro 1, mais au numéro 3, et cette revue Mitra, il la rebaptise Fontaine, suivant les éléments dont je vous ai communiqué la teneur auparavant. Au conseil d'administration, il peut s'appuyer sur un trésorier efficace, Jacques Wormser. Pourquoi Fontaine? Le vocable même suggère un projet qui serait symboliquement qualifié par une métaphore que l'on va d'ailleurs retrouver assez périodiquement dans l'œuvre poétique de Fouché. L'élément de l'eau qui est essentiel, qui est son référent à Fontaine, occupe en effet une place centrale dans l'œuvre du poète de Femme de nuit et d'aube ou de La mer intérieure, texte réédité d'ailleurs avec une préface de Marie-Claire Bancard chez Actes Sud. La citation de Coleridge, qui figure dès l'origine de la création de la revue,
je vous en ai parlé, elle figure au dos de la page de titre de presque tous les numéros de Fontaine, et elle tente à sans doute renforcer cette observation. Notons aussi, par ailleurs, à côté de la citation de Coleridge, une citation de Rainer Maria Rilke en quatrième de couverture du numéro 12 de janvier 1941, et qui peut être éclairante aussi sur ce point. Les vers de Rilke sont les suivants. « Je ne veux d'autre leçon que la tienne, fontaine qui en toi-même retombe, celle des eaux courbées, à qui incombe ce céleste retour vers la paix terrienne. » Vie et mort et poésie sont incontestablement liés dans l'esprit et la vie de Fouché. L'eau est une force portante, comme celle de l'amour. Elle désaltère et fait reverdir même le désert. Cette symbolique, d'ailleurs, est présente dans nombre de textes sacrés, que ce soit de la tradition occidentale comme de la tradition orientale, de la tradition chrétienne comme de la tradition arabe. Et il suffira de se reporter au numéro spécial de la revue, le premier d'une série de 3 qui a valeur de symbole. Je cite ici le numéro de mars-avril 1942, intitulé « De la poésie comme exercice spirituel ». L'eau est aussi une force d'engloutissement qui recèle son poids de menaces et de mort. Je voudrais d'ailleurs ici vous rappeler le naufrage du paquebot La Mauricière, la mort ici R. Ce n'était évidemment pas le paquebot La Mauricière portait le nom d'une personnalité navale française, mais Max Paul Fouché, a posteriori, a décomposé le nom de ce bateau. Il assurait la liaison Alger-Marseille. Et pourquoi a-t-il décomposé le nom? Eh bien, tout simplement parce que sa femme, Jeanne Girardi, sera au nombre des 301 victimes de cette tragédie, le paquebot ayant été torpillé entre Alger et Marseille par un U-boat allemand. Le rôle du poète n'est-il pas dès lors, entre magie blanche et magie noire, de prendre parti pour la lucidité, pour l'amour et la liberté? Car l'amour qui est aux actes, ce que la lucidité est à la pensée, n'est-il pas semblable à ces fontaines qui sont à l'intérieur de l'âme? Par ailleurs, la conception générale que Max Paul Fouché se fait du poème et de la poésie, et dont il ne variera pas, se trouve éclairée dans un passage de la préface avec laquelle il ouvre son anthologie de la poésie française, une anthologie datée de 1958, dont les arguments se trouvent développés au fur et à mesure des éditoriaux, d'ailleurs, de la revue Fontaine, tout au long de la parution de cette dernière, entre 1939 et 1946. Je cite. « Exclure l'intermédiaire, écarter la littérature pour laisser le champ libre à l'émotion originelle, transformer cette émotion le moins possible, reconnaître à l'état de poésie une absolue suprématie sur le poème. Voilà, sans nul doute, la démarche constante des poètes depuis un siècle. Fidèles au souvenir des sources initiales, nos classiques descendaient d'une rivière dont ils décrivaient, chemin faisant, le cours et les rives. Depuis Nerval et les romantiques, le mouvement est de sens inverse. Le poète va vers l'amont, regagne le lieu où l'eau perle. Arrivé à la source, il ne s'arrête pas, il cherche la source de la source. Il s'enfonce à la découverte de la circulation intérieure des eaux. Il décrit moins qu'il ne se métamorphose, il se confond avec la profondeur. Là, il attend l'éblouissement. Mais que rapporte-t-il à la surface? Le souvenir de l'éblouissement, s'il fut ébloui. Tout comme la mémoire des sources accompagnait le classique dans sa navigation plus claire. Les deux expériences peuvent différer. Il est préférable, il est permis de préférer l'une à l'autre,
mais elle nous laisse foncièrement inapaisés, le poème ne sachant calmer une fin plus vive. Ce sera le premier mérite du surréalisme d'avoir montré l'insuffisance du poème au regard de la poésie. Il est vrai que pour le grand André Breton, la poésie s'unit à l'amour et à la révolte pour illuminer le cœur humain. Il me semble révélateur que Fontaine, de l'avis de Max-Paul Fouché lui-même, est une revue de stricte poésie, d'études poétiques, comme il le dit, et qu'elle ait consacré son numéro 5, d'août septembre 1939, aux droits et devoirs du poète, avec ce bandeau de couverture, testament d'une jeunesse, non, départ pour une nouvelle paix. Au moment même de l'agression nazie contre la Pologne, qui va déclencher la Seconde Guerre mondiale, l'éditorial précise « La poésie doit continuer ». En effet, elle l'est, dès lors que la guerre est déclarée et que les pulsions de mort trouvent à s'exercer au grand jour et à grande échelle, non pas un divertissement, mais précisément cet outil privilégié de l'exercice de la liberté et de la fraternité. Elle est ce contre-pouvoir nécessaire pour l'espoir et pour le maintien d'une dignité en l'homme. Je cite, « La parole avait à se manifester la parole avait à se manifester car la victoire de l'hitlérisme n'était pas un simple fait historique, la péripétie d'un feuilleton. Elle était d'ordre métaphysique et il fallait le dire. Il fallait plus encore le faire entendre. Mais avec quel langage? Toutes les théories, tous les systèmes étaient usés et nous semblaient nous avoir abusés. Il n'y avait au vrai qu'une parole vierge, celle de la poésie. Ceux qui se rassembleront autour de Fontaine témoigneront tous, opinions politiques et esthétiques confondues, de cette orientation de la poésie comme exercice de liberté et de lucidité de pensée, de ce sens du combat intellectuel et de la poésie comme outil de connaissance et de catharsis intérieure, dans un temps où la violence des armes se doublait de la violence du mensonge et de la propagande, au sein d'un monde totalitaire et exclusif, dont il n'est pas de meilleure peinture que celle qu'en fit le contemporain de Fouché, l'écrivain communiste anglais George Orwell, dans son célèbre roman 1984, ou sur un mode plus parodique dans son récit La ferme des animaux. Tout système totalitaire s'appuie nécessairement sur une dénaturation de la langue, sur une manipulation linguistique visant à incorporer littéralement la propagande de l'orthodoxie dans la conscience de l'individu. Les bandeaux de couverture qui ornaient un certain nombre des livraisons de la rue nous avertissent des principaux sujets de ces préoccupations. Ils ne sont pas nombreux, mais justement leur importance est sensible. Comme pour les citations que nous trouvons en quatrième de couverture, les bandeaux sont ainsi des cris du cœur, des emblèmes ayant pour Fouché et ses amis une signification exemplaire correspondant non seulement à leur humeur du moment, mais aussi au contexte historique et événementiel. Le pari pour une nouvelle paix, auquel on appelait le numéro 12 septembre 39, nous indique qu'un an après les accords déshonorants de Munich, Max-Paul Fouché et son équipe font part d'une profession de foi qui n'a rien de défaitiste et qui parie contre les démissions, la facilité, les compromissions et les déliquescences politiques de tous bords. Fouché parle pour la poésie, il parle pour la jeunesse, pour l'amour, pour la paix. Il le fait au nom même du génie de la France, comme en témoignera une livraison d'octobre 42 où sont largement reprécisés les caractères et les valeurs de la République. Je cite. « Il n'est pas d'heure où il soit plus urgent de préciser l'esprit d'un peuple qu'après une défaite ou une victoire.
L'une et l'autre de ces issues suscitent de tels remous du sentiment que la plus élémentaire probité consiste à maintenir l'esprit critique dans ses droits tout en conservant de ses mouvements du cœur ce qui peut servir, enrichir ou relever la patrie. La force d'âme d'un peuple, c'est justement de ne rien renier de lui-même, de s'accepter dans ses composantes et de maintenir son unité sans rien sacrifier de sa complexité. Une nation n'est pas un vase clos, mais au contraire un corps ouvert en voie de perpétuelle métamorphose. L'autarcie est peut-être possible dans le domaine économique, elle ne l'est pas dans celui de l'esprit. Réfléchir sur la France, dit Fouché, c'est en définitive préciser tout vrai sentiment national, aussi bien est-ce là que nous conduit, après tant de justes remarques, le profond essai de M. Marcel Raymond, à qui nous laisserons la conclusion. Et je cite alors le texte de Marcel Raymond, cité lui-même par Fouché. « Tout me défend de penser qu'une nation est pareille à une espèce naturelle, à l'intérieur de laquelle ne naîtront que des êtres d'un certain type, soumis à la loi mystérieuse de leur origine. Le génie d'une nation n'est pas une essence incommunicable à tout autre qu'au sien. On dira que je fais acte de foi, moi aussi, je n'en disconviens pas. Je crois que les chemins de l'art, les appels de la sympathie, les mouvements de l'inconscient, qui sont collectifs et certains peut-être universels, les affinités les plus hautes de l'amour permettent à l'homme d'échapper à son moi pour s'ouvrir et participer à la destinée de l'univers humain. Le deuxième bandeau, Fontaine, janvier-février 1940, nous confirme cette position avec pour mot d'ordre l'espoir et la poésie. À mesure que se précise pour la France la menace de l'agression allemande, le cri se fait plus aigu et plus clair encore. Le poète doit être partout et rester partout libre, dit la livraison de mars-avril 40. Et dès lors que fut consommée la défaite des armées alliées en mai 40, le pari de Fontaine est de continuer, malgré Vichy, la lutte par et pour la poésie. L'esprit français survit là, comme dans l'appel du 18 juin et dans le rassemblement. La poésie française continue, lisons-nous dans le numéro de mai-juin 40. Et fin septembre 1940, le numéro 10 de la revue affirme « La poésie nous reste ». Au plus noir du doute et contre toutes les apparences d'une victoire définitive et écrasante des armées allemandes du Troisième Reich, une poignée d'intellectuels et de poètes groupés autour de Fontaine parient alors encore pour la résistance et l'élan vers des temps meilleurs. Les quatrièmes de couverture de la revue nous fournissent aussi des précisions. Les citations qui y figurent sont trop nombreuses pour être intégralement livrées ici, mais relevons qu'elles portent essentiellement sur un certain nombre de valeurs, des réflexions à propos de la liberté, citation d'Apollinaire et d'André Breton, l'espoir et le respect de l'autre, citation de René Char et de Baudelaire, et plus généralement, réflexion, interrogation ou affirmation relative aux valeurs humanistes tournées vers l'universel, comme l'indique cette belle citation de Paul Éluard, « Dans un monde qui se trahit, le temps est venu où tous les poètes ont le droit et le devoir de soutenir qu'ils sont profondément enfoncés dans la vie des autres hommes, dans la vie commune. » Cette question de la trahison et de la fidélité se trouve également exprimée dans cette citation de Roland de Renéville. Dans un monde qui se trahit lui-même, les poètes sont les seuls à demeurer fidèles à la notion d'humanité. Cette humanité nous est perceptible par le jeu complexe de la sensibilité
qui nous la révèle, par ce sentiment de sympathie, du latin souffrir avec, qui fonde le sentiment de poésie d'entre les plus noirs de nos œuvres humaines. Je cite ici Saint-Paul Roux: « L'univers est une catastrophe tranquille, le poète démêle, cherche ce qui respire à peine sous les décombres et le ramène à la surface de la vie. » Mais quand je dis le poète, c'est aussi l'intellectuel, le romancier, le dramaturge, l'artiste. Enfin, cette sensibilité s'exerce, suprême qualité d'homme libre et du refus des compromissions, par elle-même et pour elle-même, comme l'écrit Léon Gabriel Gros. S'il y a engagement politique au sens d'une prise publique de parole, celle-ci n'est pas le slogan facile ou l'invective, mais le rappel des vérités de toujours, et non pas l'assévérissement utilitaire à des causes éphémères. C'est l'exercice d'une lucidité salvatrice, bien que douloureuse. Je cite: « La poésie n'est déterminée que par elle-même, elle sert les hommes, ils peuvent la servir, il ne leur est pas loisible de s'en servir. » Fontaine, mars 1941, numéro 13. Nous voyons par ces quelques exemples significatifs quelle valeur défendait la revue. Celles en somme de la civilisation face à la barbarie, de la tolérance face à la haine. Nous ne sommes pas vos ennemis. Citation de Guillaume Apollinaire figure dans le numéro 3 d'avril-mai 1939, sous le titre « S'il fallait un manifeste à cette revue ». Tout comme figure en réponse à cette tolérance et la fondant l'exigence du combat pour la liberté et la civilisation, et de la façon la moins équivoque, c'est-à-dire aussi les armes à la main, ainsi qu'en témoigne une publicité en page 3 de couverture du numéro 33, publié en 1944. Dans l'ouvrage qu'il publiera à Alger en 1944, chez Edmond Charlot, La France au cœur, chronique de la servitude et de la libération, juin 1940, juin 1943, Max-Paul Fouché reprend le texte de certains éditoriaux de Fontaine, en particulier « Nous ne sommes pas vaincus » en 1940, « Une seule patrie » 1942, et « La République comme volonté et comme imagination » un numéro de 1943. Je vous engage à vous reporter à Un jour, je m'en souviens, Mémoire parlée, que Fouché publie au Mercure de France en 1969 pour le texte des 2 premiers de ses éditoriaux, ainsi que pour 3 autres textes programmatiques importants: La poésie comme exercice spirituel, Écrivain et poète des États-Unis d'Amérique et La liberté guidant le peuple. Enfin, certains textes qui ont servi d'argumentaire à des numéros importants de la revue n'ont pas été repris dans ces 2 livres publiés par Fouché. C'est le cas de La poésie doit continuer, je vous l'ai cité, numéro 12 septembre 1939. Le poète a toujours des devoirs et ses devoirs sont ses droits, numéro de août septembre 1939. Et enfin, Aspect de la littérature anglaise de 1918 à 1940, avertissement, dans le numéro de Fontaine 1944, numéro 37 à 40. Je voudrais insister sur l'éditorial qui ouvre le numéro 12 septembre 1939. La poésie doit continuer. Il traite en effet de l'examen de conscience qu'opèrent à cette occasion les différents poètes et intellectuels partageant des conceptions esthétiques ou philosophiques diverses en ces derniers moments de paix armée avant le cataclysme. Léon Gabriel Gros, Emmanuel Mounier, Camille Briel, Edmond Humeau, Jean Val, Charles Autran, Luc Decaune et Max-Paul Fouché. Cet examen de conscience porte sur les droits et devoirs du poète, comme si, au seuil de la guerre, Fontaine sentait l'impérieuse nécessité de se définir d'abord une nouvelle morale fondant son engagement. La revue plaide pour la nécessaire autonomie, hauteur et liberté de la poésie, qui ne peut en aucun cas être embrigadée dans la théorie ou l'idéologie, dans ce qu'il appelait dans un texte précédent les orthodoxies. La poésie doit élever l'homme, le relever,
Comme l'écrit René Char, ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. Et d'autre part, la lucidité et la blessure rapprochées du soleil. Formule lapidaire, formule choc, mais formule profonde. En conséquence, cet engagement implique de la part du poète une responsabilité morale, une conscience des liens de son art avec l'ensemble du monde. Edmond Humeau précise même que la poésie ne doit pas avoir de morale, mais que c'est au poète lui-même de s'en construire une. C'est son devoir. De cette attitude découle alors son rapport à la communauté, sa résistance à la barbarie, le doute nécessaire auquel il soumet, lui, l'homme de parole, son discours, son langage, et qui s'avère singulièrement symptomatique au moment où la guerre menace et où la propagande envahit toute la sphère de la communication sociale. Comme le définissait très clairement et très tôt Max-Paul Fouché, le problème des événements militaires et historiques de l'époque ne se pouvait comprendre sans référence à la dominance des orthodoxies, aux peurs de l'autre, à la stigmatisation de l'étranger, du différent, et au repli sur des nationalismes agressifs et identitaires, tout comme en référence au processus de domination économique et à leurs convulsions. Mais il s'agissait aussi d'un problème métaphysique. Chacun des animateurs de la revue a clairement pris position parce que, viscéralement, il ne pouvait personnellement et moralement tolérer la démission, la trahison, l'acquiescement au mot d'ordre nazi. Nous ne quittons pas la sphère des rapports entre pensée et action, entre extériorité et intériorité, pensée dans leur connexion complémentaire et nécessaire, avec Charles Autran, qui, dès ses premières livraisons de Fontaine, anticipe quant à lui sur le désormais fameux numéro spécial publié en 1942, réédité en 1978 aux éditions du Cherche-Midi, de la poésie comme exercice spirituel. Une citation de Stéphane Mallarmé en ornait la 4e de couverture. Je cite: « Je balbutie, meurtri. La poésie est l'expression, par le langage humain, ramené à son rythme essentiel, du sens mystérieux de l'existence. Elle doue ainsi d'authenticité notre séjour et constitue la seule tâche spirituelle. » Ce numéro, préparé de longue date, affirme Max-Paul Fouché, étonna par ce moment de publication, en 1942, la guerre était loin d'être gagnée, et la publication de ce numéro a été un certain paradoxe pour un certain nombre de lecteurs ou d'interlocuteurs. Les amis, surpris, effectivement, je cite, jugeaient le thème, dit Fouché, anachronique, trop au-dessus de la mêlée. Nous pensions au contraire, dit-il, que l'approche de la poésie, dans sa plus grande profondeur, accroîtrait son efficacité, sa force comme moyen de lutte contre un adversaire qui, de son propre aveu, et je rappelle ici l'ouvrage du docteur Dressler, qui de son propre aveu, un adversaire qui de son propre aveu était celui de la culture, de l'esprit. De nombreuses lettres écrites par des résistants, certaines émanant des maquis, nous prouvèrent le bien fondé de notre tentative, et ces pages suscitèrent même des engagements dans la lutte clandestine. À partir de son engagement dans la communauté des hommes, et c'est là une attitude phénoménologique, le poète s'en élèvera d'autant plus que cet engagement, conscient des limites et imperfections humaines, l'incitera à un perpétuel mouvement de remise en question, de métamorphose épousant le cours vital de son existence. Il ne s'agit donc pas, et j'insiste vraiment particulièrement sur ce point, de s'évader dans l'abstrait ou une quelconque illusoire transcendance, mais d'aller à l'inconnu, comme nous y exhortait le poète de Charleville, d'explorer au-delà de la vision commune les territoires toujours vierges de la poésie vécue comme expérience. Je cite Fontaine, numéro 5, 1939,
page 86-87. Le théoricien résume, marque les liaisons et explique en partie. Le poète va de l'avant, conquiert, et plus loin, droits et devoirs, sans doute se résument-ils à la nécessité de vivre, de participer et de rester par-dessus tout soi. Les autres éditoriaux, ou essais, ou argumentaires et avertissements aux numéros spéciaux prendront certes parfois un tour plus polémique, plus politique, plus littéraire, parfois, selon le sujet ou les circonstances, mais découleront tous de cette attitude générale de questionnement, d'examen sans a priori des phénomènes. À cet égard, je voudrais vous citer cette très remarquable tentative d'interrogation de l'Allemagne et de son identité dans le numéro 46 de novembre 1945, intitulé « La question allemande ». Ce numéro s'ouvrait par une mise en garde où l'équipe de Fontaine précisait qu'un tel sujet n'était abordé ni par un sentiment de pardon, ni par un hommage implicite à la culture allemande, qui n'est pas l'idéologie nazie. Et à cet égard, je reviens sur la communication de notre confrère Pierre Mertens. Lisez Quel beau dimanche de Sennbrunn, où le rapport de Buchenwald à Weimar et à l'existence de Goethe et de ses conversations avec Eckermann est abordé. Nous sommes là dans le vif de ce sujet. La question allemande, dit Fouché, c'est ici l'interrogation, sans complaisance aucune, d'un phénomène de conscience, celui des rapports entre vainqueurs et vaincus, et la remise en cause dans la victoire même des Alliés, des sentiments, des logiques ou des comportements porteurs en eux-mêmes des germes de ce qu'ils avaient combattu. L'exigence du retour sur soi, sur les valeurs de civilisation et sur la notion d'universalisme est ici très clairement exprimée. Et je pense qu'elle témoigne d'une rigueur et d'une hauteur morale exemplaire, sinon même d'une dignité remarquable, dignité inaugurée dans la défaite et le doute, portée par le combat pour la poésie et pour la liberté, et assumée enfin au moment de la victoire sur les ténèbres. Je cite Fontaine, numéro 46, 1945. Nous avons devant nous ce grand corps d'une Allemagne abattue, qui n'est ni réellement découpée, ni réellement remembrée, et d'où nous ne savons pas au juste si nous l'aidons à se reprendre ou bien à mourir. Nous n'avons réuni la plupart des textes qui suivent que pour avertir les âmes scrupuleuses qu'un tel problème ne trouvera de solution viable empiriquement que dans une exigence de totalité, disons-le haut, sur le plan moral. En novembre 1942, le poète de Demeure le secret écrivait déjà de façon prémonitoire « La guerre d'aujourd'hui est une question de conscience. Nous nous battons pour une culture, une tradition, une conception de l'existence. La seule chute de l'ennemi ne doit pas nous satisfaire. Il y a mieux. Il y a plus. Il y a la fidélité au motif de notre nostalgie. Il y a l'imagination pour approfondir et prolonger ce que nous regrettons. Notre victoire sera politique et morale ou elle ne sera pas. C'est assez dire, je pense, qu'elle ne ressortit pas de la facilité. Nous nous battons pour une civilisation. Nous nous battons ensemble pour une même civilisation. À quoi servirait de chasser l'ennemi s'il demeurait chez nous, sous le couvert d'idéologie à son image? À quoi servirait de chasser l'hitlérisme si nous cédions à des solutions hitlériennes? L'ennemi doit être poursuivi dans le domaine des idées comme sur les champs de bataille. Et nous, intellectuels qui, depuis 2 ans, maintenons de notre ferveur la fidélité de l'esprit français, d'écrivains et poètes qui jamais ne pactisèrent avec les traîtres, nous savons qu'un combat s'ajoute, voire se substitue à un autre. Nous savons que le combat pour la libération
n'en est pas moins un combat pour la liberté. Le premier ne nous appartient plus, le second pour nous continue, nous concerne plus que jamais, nous réclame tout entier, c'est notre combat.